Bonsoir ou bonsoir. Merci aux courageux qui sont restés pour cette deuxième partie. Alors certes c'est un peu moins sexy que la blockchain, mais je vais essayer de faire une présentation un peu intéressante, intrigante, qui donne envie de découvrir, autour d'un outil assez classique et bien installé en programmation fonctionnelle maintenant, qui s'appelle les tests de propriété. Alors, bon, pour la petite histoire, j'ai préparé ce talk évidemment relativement au dernier moment, et puis j'avais plusieurs idées de grandes pistes à explorer, et j'ai pas très bien réussi à décider de quoi je voulais le plus parler, donc ce sera un talk où il y aura un peu de tout. Un peu de motivation et d'usage pratique, et aussi un peu de plus regarder en détail la technique, en particulier comment ça marche, comment marche le scala check à l'intérieur, et ce qu'il y a d'intéressant techniquement dedans. Alors, petite introduction rapide pour ceux qui m'ont pas encore vu à l'IDFP, mais il n'y a peut-être pas tant que ça. Je m'appelle donc Thomas Dufault. Je travaille ici à Epitech, et non pas dans un métier pédagogique, mais comme programmeur. On a une équipe de programmeurs et autres qui est partagée entre Lille et Paris essentiellement, et moi je m'occupe de tout ce qui est une partie outils et automatisation. En particulier, on automatise un certain nombre de phases de l'évaluation du code des projets qui sont rendus par les étudiants. On recrute. Je vais m'attarder là-dessus, mais n'hésitez pas à noter l'adresse mail qui est là si ça vous intéresse ou à m'en parler après. On utilise donc des langages de programmation fonctionnelle. Ça, j'ai mis ceux que j'aime. Alors, on ne fait pas de SQL ici, mais moi j'aime bien SQL quand même. Mais on fait du Scala et on fait du L. Et voilà, on a une petite équipe dans laquelle on essaye de se mettre en condition pour apprendre des choses et avoir un environnement intellectuel stimulant tout en faisant ce travail d'automatisation et d'outils pour Epitech. Les slides et le code associé à cette présentation seront sur GitHub bientôt. Je n'ai pas encore eu le temps de les mettre, mais l'adresse est déjà connue, ce sera là. Alors, le programme donc, comme je disais, il va y avoir un peu plusieurs pans un peu indépendants. Je vais faire une petite introduction, un peu d'historique, et puis des cas d'usage très simples pour montrer quelques motivations initiales pour Scala check et les tests de propriété, en essayant de contraster que ça avec des choses dont on a plus l'habitude, comme les tests unitaires, par exemple. Ensuite, on fera un intermède au milieu pour voir les principes de l'implémentation d'un outil de test de propriété comme Scala check, et pour finir, on reviendra sur un cas d'utilisation pratique un peu plus détaillé, pour essayer de donner des pistes pour aller plus loin avec Scala check sur ce qui est, sur au-delà des introductions initiales, ce qui est vraiment des bonnes idées, peut-être d'autres choses qui le sont moins. Du point de vue historique, d'où vient l'idée des tests de propriété, d'où vient Scala check? Vous allez être surpris, comme d'habitude, l'origine des choses vient du monde de SQL, et en particulier d'un papier à ICFP 2000 qui s'appelle donc Quick Check Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs, et qui pose les bases de l'idée des tests de propriété et d'une librairie qui s'appelle QuickCheck et qui est encore très largement utilisée en SQL de nos jours, 17 ans après. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce papier il introduit toutes les notions essentielles des tests de propriété dont on va discuter pendant la suite de cette présentation, les propriétés, les générateurs et la réduction. Évidemment, on verra de quoi il s'agit dans un instant. Ce framework, cet outil de test QuickCheck a bien entendu été réimplémenté dans à peu près tous les langages auxquels vous pouvez penser. Et si ce n'est pas le cas, si vous travaillez sur un langage suffisamment ésotérique pour que QuickCheck n'ait pas été réimplémenté, vous pouvez sûrement devenir célèbre dans votre communauté en réimplémentant immédiatement FoodCheck à la sortie de cette salle. Mais ce ne sera probablement pas le cas pour la plupart des langages. Alors, petite introduction, et pour cette petite introduction, je vais passer par l'étape de live coding, sans micro, donc sinon ça va vraiment pas être possible. Alors, en essayant de parler un peu plus fort également. Alors, comment ça se présente les tests de propriété? Alors, l'idée c'est, qu'est-ce que c'est qu'une propriété? C'est une idée qui vient de la logique, et c'est de dire, pour tout élément d'un input, une certaine chose est vraie. Alors, je vais écrire, par exemple, imaginons que je suis en train de développer une librairie standard et que je m'intéresse à un type chaîne de caractères.
je vais pouvoir écrire quelque chose, dire une propriété, comme par exemple pour dire j'ai une fonction longueur sur mes chaînes de caractères, length, et je voudrais bien qu'elle soit... Ah, perdu. Je vais me falloir 3 minutes probablement pour m'habituer au setup de l'écran, et après ça ira mieux, voilà. Et je vais vouloir m'assurer que la fonction longueur de ma chaîne de caractères vérifie une certaine propriété, comme par exemple que pour toute chaîne de caractères, la longueur de la chaîne de caractères est supérieure ou égale à 0. Alors c'est extrêmement simple, je suis en train de tester du code que je n'ai pas écrit moi-même, mais qui est du code de la lib standard, donc on est dans un exemple très artificiel, mais bon, pour moi c'est un bon premier exemple. On dit, non pas qu'on vérifie une égalité exacte ou une valeur attendue exacte, mais qu'on vérifie quelque chose qui est plutôt de l'ordre du prédicat. De dire, qui est vrai dans une certaine généralité. Pour toute chaîne de caractères, la longueur de la chaîne est supérieure ou égale à 0. Donc, fabuleux. Je recommence, mais évidemment avec les imports. Alors, l'essentiel de cette partie d'introduction se fera avec un seul import, qui est le suivant. Tous les membres syntaxiques de l'objet org scalacheck propre. Et je n'ai qu'à recoller ma définition, et tout devrait bien se passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà à ce stade-là? Donc on voit que l'outil scalacheck nous fournit un certain nombre de fonctions primitives dont on va se servir. Ici, en vérité, il y en a une seule qui est forAll. Et forAll, je lui passe une fonction qui attend une chaîne de caractères et qui envoie un booléen. Et donc scalacheck, lui, sait interpréter ça comme une propriété. C'est une propriété qui varie sur une entrée qui est une chaîne de caractères, et donc il va falloir qu'à un moment quelqu'un se charge de nous fournir des chaînes de caractères pour la tester. On va voir que ce sera le travail de scalacheck. Et c'est une propriété dont le résultat est un booléen. Et donc scalacheck est capable d'évaluer, évidemment, de façon assez évidente, qu'un booléen, si c'est vrai, tout va bien, si c'est faux, c'est que ça va pas. Maintenant, ce qui est retourné, c'est un objet de type propre, qui est lui un type de scalacheck. Donc il a, par des moyens un peu magiques et qu'on découvrira au fur et à mesure, transformé cette écriture qui était juste de prendre une fonction qui a une chaîne associée à un prédicat sur cette chaîne, et d'en faire une propriété. Et qu'est-ce qui nous fournit cet objet propriété de scalacheck? Eh ben, il nous fournit principalement... Est-ce que c'est mieux pour voir si je fais quelque chose comme ça? On va y voir plus haut, mais surtout pour les gens du fond, oui, on lâche la tête. Je vais pouvoir utiliser l'API de l'objet, du type propre de scalacheck, on va faire vérifions cette propriété. Je l'ai appelé props length positive. Prop length. C'est toujours le problème du live coding, c'est que... Hop, point, check. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est scalacheck, donc c'est une méthode de scalacheck, la méthode .check. Donc scalacheck a fait quelque chose et il nous dit « Ok, j'ai passé 100 tests ». Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Scalacheck a généré 100 chaînes arbitraires, 100 chaînes de caractères arbitraires, et a évalué mon prédicat pour chacune de ces chaînes de caractères. Il se trouve que le prédicat est de toute évidence vrai à chaque fois, puisqu'effectivement, la longueur d'une chaîne de caractères est toujours supérieure ou égale à 0, donc scalacheck déclare « Très bien, ton test de propriété fonctionne ». Alors on peut déjà noter deux choses. D'une part, pourquoi 100? Alors c'est complètement un choix par défaut de scalacheck, qui est évidemment configurable. Et donc on peut déjà imaginer que si on a des tests de propriété dans sa suite de tests, ben on va exécuter des relativement petits nombres dans le build local du développeur pour pas que ça prenne des heures, mais qu'on va peut-être monter ces seuils de façon conséquente quand on sera en intégration continue, par exemple, pour avoir des vérifications plus exhaustives, hein, puisque de toute évidence les chaînes de caractères qui sont générées sont, on l'espère en tout cas, mais pour ce cas-là, je sais que c'est le cas, a priori toutes différentes les unes des autres, et donc plus on teste de cas différents, plus on acquiert de confiance que notre programme fonctionne. Et donc le deuxième élément qu'on a, c'est que par rapport à un test unitaire, on a potentiellement gagné deux choses. C'est d'une part, on n'a pas besoin de produire l'exemple qu'on met en général pour un test unitaire, qu'on donne en général pour un test unitaire de paramètres à passer à une fonction. C'est scalacheck qui l'a fait pour nous, et qu'en plus de le faire pour nous, il l'a fait 100 fois. C'est-à-dire qu'il nous donne une confiance dans le fait que si notre propriété
a une valeur importante pour le métier. Et ici, on va dire que c'est peut-être pas la seule propriété importante pour la longueur d'une chaîne de caractères d'être supérieure ou égale à 0, mais c'est déjà pas mal. Et ben, on a une confiance plus élevée du fait que cette propriété est vérifiée par notre code, grâce au fait d'avoir eu de multiples et de nombreuses entrées qui ont été passées par Scala-check. Si on veut aller un peu plus loin pour décrire le genre de choses qu'on teste avec des propriétés, en général, ce sera des choses qui sont plutôt du ressort de propriétés logiques ou algébriques. Si je veux te montrer un deuxième exemple, je vais tester par exemple que... Allons. Je m'intéresse à l'implémentation de la librairie standard, encore une fois, de l'addition, par exemple, des entiers. Et je vais vouloir tester que l'addition est associative. Quand j'additionne 3 entiers entre eux, l'ordre dans lequel je fais n'a pas d'importance. Donc, c'est tout bête. Alors, on remarque déjà au passage que, ce que faisait Scala-check et qu'on verra un peu plus en détail un peu plus tard pour fournir étant donné une fonction qui prend une chaîne en argument, fournir des chaînes automatiquement. Tout ça, c'est Scala-check qui a observé la forme de la fonction. Vu qu'elle attendait une chaîne en argument, il s'est dit, bon, il va falloir que je génère des chaînes de caractères. Si c'est une fonction qui a plusieurs arguments, ça marche aussi. Et donc ça marche pas que pour le type chaîne. Là, ici, ça va marcher pour le type int. Et ça va marcher, y compris si la fonction a 3 paramètres qui sont tous les 3 des int. Et donc ici, Scala-check va dire, il faut que je génère des triplets d'entiers pour chaque évaluation de cette propriété. On remarque aussi, tout à l'heure, ma propriété, c'était un simple booléen. Ici, j'ai utilisé un opérateur qui est spécifique à Scala-check, point d'interrogation égale. Ça permet juste une facilité au niveau du rapport que fait Scala-check, c'est qu'on lui dit explicitement qu'on voudrait vérifier que la gauche, côté point d'interrogation, est bien ce qu'on attend qui est de l'autre côté. Alors pour ce test-là, c'est pas particulièrement pertinent, mais je voulais montrer l'opérateur, donc j'ai pas une valeur qui est plus vraie que l'autre si jamais elles sont pas égales. Mais souvent dans les tests, c'est le cas, il y a une valeur qui est la valeur attendue, et une valeur qui est la valeur fournie par le test qu'on met en exercice. Le code qu'on met en exercice. Cet opérateur-là permettra d'avoir un meilleur reporting. On verra un exemple un peu plus loin. Je peux évidemment tester cette propriété que j'ai appelée propasoc. Toujours pas de problème. Nous passons son test. Ok, bon, moi je continue. Alors, on est pas mal là, on est en train de tester la lib standard de Scala. Il y a des tas de propriétés intéressantes à tester dessus. Je vais continuer à faire des tests de propriétés mathématiques. Hop. Paste. Ok. Voilà. Alors, par exemple, dans ma lib standard, j'ai une fonction mat.apps, fonction valeur absolue, que vous connaissez tous, et je vais dire une propriété qui m'intéresse, ce serait bien que pour tout entier, la valeur absolue de cet entier soit positif ou nul. C'est pas raisonnable. Ça semble un prérequis décent sur une fonction valeur absolue. Non. Scala-check n'est pas content. Il me dit non, ça marche pas. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé là? Est-ce que vous voulez un peu deviner? Ouais. Là, j'ai un entier négatif. Et la valeur absolue d'un entier négatif, elle devrait être pas positive? Non, alors, on a taillé un buffer overflow. Il y a un buffer overflow, on est un peu plus près. Alors en fait, ce nombre-là, c'est int.minValue. Peut-être qu'il y a des gens qui l'auront reconnu. C'est la plus petite valeur entière qui existe, en tout cas. Et alors, si vous êtes familier avec l'encodage binaire des nombres entiers dans un langage de programmation, vous savez que int.maxValue, ce n'est pas l'opposé de int.minValue, mais 1 de moins. Et donc, du coup, il n'y a pas de valeur absolue à opposer en face à moins 2,147 483 648. Et donc, conventionnellement, la valeur absolue de ce nombre-là, c'est lui-même. De ce nombre négatif-là, c'est lui-même. D'une part, conventionnellement, et d'autre part, ça fait sens parce que si je prends ça et que je rajoute 1, j'obtiens ça. Par les règles d'overflow classiques. Donc voilà, donc j'ai un nombre dont la valeur absolue n'est pas positive. Aïe. Et donc on voit donc, au passage, il était temps de voir un exemple où Scala-check nous donne une erreur, parce que les tests, ça sert aussi à échouer. Un test qui n'échoue jamais, c'est assez suspect de fonctionner pour une mauvaise raison, oui. C'est un coup de chance? Non. C'est pas un coup de chance, c'est une bonne question. Effectivement, une autre remarque, c'est on voit que Scala-check est malin.
c'est non seulement donc il génère, et c'est pas un hasard du tout qu'il ait généré ce nombre-là, ça fait partie des choses qui testent de façon classique les extrémités des domaines demandés ou des cas particuliers. Typiquement tout ce qui est 0, chaîne vide, liste vide, quand on va demander des chaînes ou des listes des chaînes de caractères ou des listes, c'est des cas que ScalaCheck teste de façon privilégiée, effectivement, parce qu'il sait que c'est des edge cases fréquents. D'ailleurs, il te le dit, hein, c'est son deuxième test, hein, où il a testé ça. Et c'est pas par hasard du tout. Voilà, donc puis on a vu, donc on voit que ScalaCheck, comment ScalaCheck se comporte quand il y a une erreur. Là, il nous dit, il y avait un argument dans ta propriété, et pour cet argument, j'ai passé cette valeur-là, et du coup, ça ne marchait plus. On voit aussi qu'on est vraiment que ScalaCheck, sa motivation, c'est vraiment une recherche de contre-exemple. En fait, le métier de ScalaCheck, c'est d'être un moteur de recherche de contre-exemple, d'un certain point de vue. C'est de dire, je cherche à falsifier cette propriété que tu m'as passée, et dès que l'évaluation de la propriété échoue une fois pour une seule entrée, ScalaCheck considère que c'est faux, et vous ne pouvez pas négocier avec lui. C'est donc vraiment l'idée d'essayer de prouver un peu par fuzzing ou par qu'une propriété est toujours vraie. Ça s'utilise qu'au test time ou c'est aussi s'utiliser au runtime? Alors la question est, est-ce que ça s'utilise qu'au test time ou est-ce que ça peut aussi être utilisé au runtime? J'ai pas d'idée comme ça d'usage pour la génération au runtime. Maintenant, on pourrait probablement faire quelque chose juste à partir de la partie génération de valeur. On va voir que une des forces de ScalaCheck, c'est d'avoir une API, un DSL en quelque sorte, un langage pour créer des générateurs de valeurs qui est très puissant, qui va générer des valeurs de beaucoup de sortes. Il est par contre dépourvu de garantie dans l'ensemble sur les performances, la sécurité et les distributions aléatoires. Donc il y a peut-être des cas d'usage de production où ça pourrait être utile d'avoir un générateur de valeurs aléatoires avec ces propriétés-là. Ok. Alors, est-ce que c'est le moment où je reviens au slide ou pas encore? Je ne sais plus. Ok. Alors on va voir comment contourner notre petit problème qu'on a eu avec notre valeur absolue. Je vais recommencer, mais légèrement différemment, en introduisant donc un nouvel outil fourni par ScalaCheck pour gérer ces problèmes-là. Cet outil, ça s'appelle l'implication. C'est l'opérateur qui est caché ici, qui s'écrit égal égal supérieur, et qui ressemble à la flèche de l'implication logique. C'est évidemment pas un hasard. Et donc on peut voir ça comme le fait de dire la propriété que je teste est effectivement une implication logique, qui est si x est différent, strictement supérieur, ou différent, parce que ça revient même de int.minValue, alors la valeur absolue de x doit être positive. Une autre façon de voir ça, c'est de voir ça comme un filtre sur les valeurs générées. C'est-à-dire ScalaCheck génère-moi des valeurs d'entiers arbitraires, mais si jamais elles sont inférieures ou égales à int.minValue, c'est-à-dire égales à int.minValue, tu les jettes. Donc là on peut regarder ce qui se passe. J'ai écrasé le nom précédent. Voilà, maintenant ma propriété est bonne parce qu'une fois que j'ai éliminé le mouton noir du troupeau, une fois que j'ai éliminé la valeur qui posait problème des entrées, tout se passe bien. Donc c'est pas mal parce que on peut évidemment on peut documenter au niveau des tests, enfin exprimer explicitement et documenter par la même occasion au niveau des tests que s'il y a des edge cases qui ne nous intéressent pas, qui sont pas dans la spec, on les traite pas. Là j'ai dit le cas int.minValue, c'est un edge case dont je veux pas m'occuper, pour lequel je veux pas que la propriété de la fonction app soit vérifiée, je le crée dans le test. Oui. Et comment ça se passe si tu as deux hypothèses contraires? Alors c'est des hypothèses contradictoires au niveau à gauche de l'implication. On va y venir un peu plus tard. On va pas en parler directement, mais en gros, ce sur quoi ScalaCheck s'appuie, c'est le nombre de tests qui sont effectivement passés. S'il n'arrive pas à générer de valeur parce que le prédicat à gauche de l'implication est vide, il va se plaindre il va se plaindre également. parce qu'il va pas passer l'éternité avant d'avoir des valeurs qui passent le filtre, parce que ce qu'il veut lui c'est 100 cas où alors quand je dis la propriété est vraie, c'est la gauche et la droite de l'implication sont vraies. Et alors, je veux dire, même si je suis pas vraiment conscient qu'on prend tout le temps pour exécuter les tests, est-ce qu'au final, les pools de valeurs possibles sont générés à la compilation ou alors à l'exécution des tests? La question est, est-ce que les pools de valeurs possibles sont générés à la compilation ou à l'exécution, outre quelques finauderies qui permettent d'atteindre assez facilement les bords des intervalles et des choses comme ça, tout est généré à l'exécution. On verra
on verra dans la deuxième partie du talk, presque comme si on réimplémentait Scala-check, qui est vraiment pas très loin de la réalité. On verra que c'est du Java util random suffisamment enrobé. Il n'y a pas de... voilà. Alors, non, d'ailleurs, c'est pas exactement vrai, mais c'est un générateur pseudo-aléatoire très similaire à Java util random. Peu ok. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? J'ai eu pas mal de questions au fil, c'est très bien. Je vous invite à continuer à m'interrompre si vous avez d'autres questions. Ouais. J'ai une question, alors j'étais pas tout à fait là au début, mais alors 2 points passe. Ça marche comment? C'est trop cool. Alors, où est-ce que... Attends, pardon? 2 points passe. Ah, oui, c'est le REPL Scala. Bah, il est pas multiligne par défaut, hein. Si tu vas à la ligne, ça te fait une erreur. Au milieu d'une construction syntaxique, je veux dire. Mais par contre, 2 points paste, bah, ça te donne le mode multiligne, et puis voilà. Ok. Tout bonnement. Ok, bon alors on va continuer un tout petit peu notre exploration d'introduction. Oui, pardon. Je me demandais s'il y avait c'était quoi du coup la différence fondamentale en termes d'implémentation entre interaction égale et l'égalité stricte? Alors, c'est la question est quelle est la différence entre égal ou point d'interrogation égal dans les propriétés. Alors, outre le fait que le type de l'expression résultant n'est pas le même, si c'est égal, c'est un booléen parce que c'est le égal du langage, il n'y a pas de surprise. Si c'est point d'interrogation égal, le type résultant de l'expression c'est directement propre, le type de propriété de Scala-check. On verra que ça fait une différence au reporting en cas d'erreur. Il veut dire je m'attendais à ce qu'il y a à gauche et j'ai trouvé ça. Voilà. Alors que si c'est égal, il peut pas le dire, il va juste dire bon ça va pas marcher. Ton booléen, parce qu'il sait pas s'il a un booléen, il sait pas qu'il vient de égal. Ton booléen, il était pas bon. Si c'est un point d'interrogation égal, c'est une prop et il peut lui il a mis des choses dedans pour que la prop dise j'attendais ça, j'ai eu ça à la place en cas d'erreur. OK. Alors, on va continuer à jouer un peu avec nos premiers essais. On va continuer dans un esprit qui est relativement pertinent à mon avis, même si ça c'est peut-être plus une opinion personnelle, pour l'usage des tests de propriété. Non, j'ai bien fait de laisser ce warning de l'émulateur de console. Hop. Qui est de... Quand on fait des tests de propriété, en gros, on va quand même souvent, parfois, vers des choses qui sont des tests relativement algébriques, mathématiques. Là, par exemple, on va s'intéresser à une propriété intéressante de la fonction racine carrée, math.sqrt, qui est qu'elle est monotone. Si 2 entrées sont ordonnées, alors les sorties le sont aussi. Donc je dis, si l'implication suivante est vraie, si x est inférieur à y, alors la racine carrée de x est inférieure à la racine carrée de y. Peut-être vous vous doutez déjà de ce qui va se passer, peut-être j'en ai déjà assez dit à ce stade-là. Un check. Ah, bon, alors, que se passe-t-il? Négatif, c'est pas... Ah, mais j'ai encore oublié les nombres négatifs. C'est un peu ma veine aujourd'hui. Je passe sur ce que montre ici Scala-check avec cette argue originale. On y reviendra plus tard. Je vais pas vous cacher ce que c'est, mais pas maintenant. Et donc, effectivement, voilà, là, je commence à développer ma propriété, puis Scala-check me rappelle que je suis un peu idiot parce que j'aurais pu penser que prendre la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'avait aucun sens. Ah oui. Bien sûr. Alors, laisse-moi corriger ça, Scala-check, il n'y a pas de problème. Je reviens avec une propriété de paster, ça veut rien dire. Je reviens avec une propriété légèrement modifiée qui est, si x est positif et y est positif, ou nul, évidemment, et que x est inférieur à y, alors, dans ces cas-là, la racine carrée de x doit être inférieure à la racine carrée de y. Vérifie-moi cette propriété maintenant que tu m'as cassé les pieds avec cette histoire de nombres négatifs. Ah, que se passe-t-il? C'est là qu'on en vient au problème de pouvoir peupler les valeurs d'entrée demandées avec des valeurs qui respectent ce qui est à gauche de l'implication. Là encore, on est sur des réglages de nombre d'itérations qui ont des valeurs par défaut et qui sont réglables. Les valeurs par défaut ici, c'est Scala-check cherche à valider 100 fois la propriété avec ce qui est à gauche de l'implication vrai et ce qui est à droite aussi. Il abandonne les tentatives s'il a dû rejeter plus de 500 jeux de valeurs d'entrée parce que la partie gauche de l'implication était fausse. Et la probabilité que les deux soient positifs sur l'ensemble. Voilà, et donc là il se trouve que mon test est assez complètement accidentellement, mais tombe assez bien pour illustrer ce cas-là, parce que j'ai un huitième des entrées qui vont être bonnes en gros. Hein. Chacun des tests booléens, chacune des conditions d'inégalité est en gros une chance sur 2.
Et donc du coup, pour pouvoir générer 100 versions correctes, il faudrait générer en moyenne 800 valeurs et donc en rejeter 700. Et donc en général, ça s'arrête à peu près dans ces eaux-là, entre 70 et 80 et quelques. Donc ça c'est l'approche de Scala Check sur qu'est-ce qui se passe si on essaye si on a trop restreint notre espace dans lequel on cherche des valeurs d'entrée. C'est de nous dire attention, Coco, ça fait une demi-heure que j'y suis, j'ai pas encore trouvé 100 valeurs qui vérifient ton prédicat d'entrée. Peut-être qu'il faut revoir les choses. Donc on voit aussi que développer avec Scala Check comme développer avec des tests unitaires si on fait du TD, c'est un peu une conversation. Je te propose cette proposition. Scala Check me dit oui, ok, c'est bon, ton code la valide. Ou alors non, ta proposition elle peut pas marcher. Regarde, j'ai ce contre-exemple. Non, ta proposition ne peut pas marcher parce que j'ai du mal à fournir des entrées. Et puis au fur et à mesure, on va itérer et puis on va arriver sur quelque chose où on se comprend et où on a résolu ces petites différences qu'on avait entre nous au départ. Alors, pour résoudre cette différence, je vais revenir un peu au slide parce que il va falloir introduire un truc un peu nouveau. Donc là, j'ai remis ce qu'on vient de voir. Soit que ce soit dans les slides plus tard, mais on n'est pas obligé de re-regarder. On était ici, où donc Scala Check acheter l'éponge, on a notre prédicat sur les entrées est trop restrictif et il n'y arrive pas. Alors, on va voir que Scala Check a une notion de générateur, donc qu'on a vu pour l'instant, c'est en quelque sorte une fonction où on lui donne un type et il nous sort des valeurs. C'est plutôt malin, mais en gros c'est ce qui s'est passé, parce qu'à partir du moment où on lui donne une fonction qui attend des chaînes de caractères en argument, Scala Check va être sympa, va nous générer des chaînes de caractères. Si on lui donne une fonction qui attend des entiers en argument, il est sympa, il nous génère des entiers. Idem avec les doubles. Donc ces fonctions c'est des générateurs, et donc pour chaque type, au moins parmi les types standards du langage, il y a un générateur implicite. Scala Check a un générateur implicite pour ce type, qui est ce générateur qui va aller chercher les bords de l'intervalle, générer 0, 1, et puis sinon fournir des valeurs un peu partout dans l'intervalle. Mais on peut aussi travailler avec des générateurs explicites dans Scala Check, où on lui dit « Je veux que tu choisisses cette entrée de la propriété selon telle règle ». Alors on a plein de... voilà, c'est ce que je disais, pour l'instant on a laissé Scala Check faire comme il préférait avec son générateur implicite pour chaque type, mais on peut choisir et évidemment peaufiner son comportement. La notion derrière ça c'est le générateur, et ça c'est le nom du type dans Scala Check, gen de A, et ça fournit donc des valeurs de type A de façon pseudo-aléatoire. Alors Scala Check donc propose de nombreux générateurs prédéfinis et plein de fonctions pour combiner des générateurs, donc c'est un peu la force de son langage qu'on va voir une partie de la surface, et on verra plus tard comment on peut en écrire avec. Ici, pour résoudre notre problème de génération qui échoue trop souvent à cause de notre prédicat à gauche de l'implication trop stricte, je vais utiliser la fonction gen.choose de Scala Check qui permet, étant donné un domaine numérique, de choisir des valeurs entre deux bornes dans ce domaine numérique. Et donc gen.choose c'est un générateur où je dis choisis un double entre 0 et la plus grande valeur pour les doubles. Pourquoi choisir un double? Parce que comme les arguments de la fonction sont de type double, et que la fonction de choose elle est évidemment générique, le compilateur infère que c'est un générateur de double qu'on veut et donne un générateur de double. Et donc maintenant j'ai une syntaxe différente pour for all. Tout à l'heure for all il y avait qu'un seul argument qui était la fonction anonyme qu'on lui passait finalement, qui attendait les valeurs et qui évaluait une propriété. Ici il y a deux jeux d'arguments pour for all. Un premier jeu d'arguments d'arité variable, qui est un ensemble de générateurs, de type arbitraire et potentiellement indépendant, là c'est le même type mais c'est absolument pas nécessaire. Et le deuxième paramètre, c'est une fonction anonyme, dont la forme des paramètres correspond évidemment au type des générateurs passés en premier argument. Donc j'ai un gène de double et un gène de double dans le premier jeu d'arguments. Donc je lui dis, pour tout double positif, donc pour tout couple de double positif, eh bien, pour ce couple de double positif, la propriété suivante doit être vraie. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de retyper x et y? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la notation de type dans la fonction anonyme là? Ouais. Je crois que oui. Je suis pas sûr. Ah. C'est les questions. Alors, dans le cas précédent, il était évidemment nécessaire de typer puisque c'était ça qui disait à Scala Check, c'est de ce type-là que j'ai besoin. Là, du coup, j'avoue, j'ai pas vérifié. J'étais dans ma lancée et alors on est toujours un peu sur la limite au niveau de l'inférence dans le compilateur Scala qui est pour des raisons théoriques pas possible en général avec les objets, enfin
l'intégration avec les classes et les objets de la JVM, et le sous-typage. Et du coup, il y a des moments où il faut la mettre. Alors là, je suis parti du principe que c'était probablement le moment où il fallait la mettre. La description de type, je suis pas sûr en fait. Mais on va regarder de toute façon. Hop. Parce que maintenant, je vous ai montré comment ça marchait. En tout cas, je trouve ça étonnamment lisible pour du Scala. C'est parce que c'est des exemples jouets. Alors, est-ce que j'ai le bon truc? Oui, j'importe gen, parce que j'ai besoin de gen, évidemment. Je définis mon générateur de double, qui est donc généralement un double entre 0 et plus l'infini des doubles, si on veut. Et ma propriété. Ok. Et donc maintenant, l'aspect intéressant, c'est que, étant donné 2 générateurs de doubles, j'ai plus qu'un seul test à faire, et donc je sais que je suis à 50% en gros sur le test x inférieur à y, et que donc il y aura besoin de moins de 500 essais pour générer 100 tests significatifs. Ok. Victoire. Vraiment victoire. Parce que c'est vraiment une victoire. Si vous avez cru à la victoire, vous êtes un peu laissé avoir. On est en train de rechercher des contre-exemples, on n'en a pas trouvé. C'est pas mal. Avec 100 essais et puis la finauderie bordant parfois à la malice de Scala-check, c'est plutôt un bon résultat, mais bon, voilà, on a juste prouvé qu'il y avait... on a juste vu que, en prenant 100 cas au hasard, notre assertion semblait vraie. Bon, c'est déjà pas mal, effectivement. Et alors après, derrière ça, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'idée que le type d'un générateur, c'est une bonne information dessus. On sait que les valeurs qui vont en sortir sont forcément ce type-là, mais ça dit peu de choses sur sa distribution. Et donc du coup, il faut être vigilant. Et quand on utilise les générateurs fournis par Scala-check en particulier, regardez s'il y a des informations dans la documentation sur leur distribution, ou si on combine ses propres générateurs, on va voir que c'est possible d'avoir des générateurs constants, par exemple, qu'à certains moments ça fait sens d'avoir un générateur qui retourne toujours la même valeur. Et peut-être qu'il faut faire attention à ce que ce soit bien documenté pour pas qu'on croie qu'on peut l'utiliser comme un générateur avec une distribution plus uniforme. Donc voilà. Le point derrière ça, c'est la distribution d'un générateur, une information qui n'est pas contenue dans sa signature de type, contrairement à beaucoup d'informations en programmation fonctionnelle, et qu'il faut donc garder à l'esprit et documenter. Félicitations. Alors, je vais revenir sur un truc qu'on a vu, qu'on a entreaperçu dans un résultat d'erreur de Scala-check que je vous ai dit que je reviendrai plus tard, c'est la réduction. Je vais pas aller dans le REPL cette fois-ci, parce que ça me paraît pas forcément justifié. Imaginons que j'ai codé un algorithme révolutionnaire et propriétaire de tree de list. Mais bon, j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de finir. Donc si la liste est vide, c'est vide. Si la liste contient un élément, c'est cet élément. Si la liste contient 2 éléments, je prends le min, puis après je mets le max, puis après c'est fini. S'il y a 3 éléments, j'ai pas le temps. Pour l'instant, s'il y a 3 éléments, je laisse la liste telle quelle. C'est pas bien grave. Personne s'en rendra compte parce que qui trie des listes de plus de 2 éléments de toute façon. Je vais demander à Scala-check de vérifier que ça marche. Donc cette fois-ci, donc là on va voir que là j'ai bien un résultat effectif à gauche du côté du point d'interrogation qui appelle mon implémentation révolutionnaire de sort et j'en dirais plus ça revolutionary sort d'ailleurs. Et j'ai la valeur attendue qui est un appel à une fonction de l'ellipse standard de Scala pour le coup qui me donne une copie de cette liste puisque c'est des listes immutables triées par l'ordre implicite des entiers. Que dit Scala-check? Il ne s'est pas fait avoir. Scala-check est un dangereux contre-révolutionnaire qui a falsifié ma révolution. Mais ce qu'on peut voir, c'est ce qui est intéressant, c'est cet arc 0 original là, qu'on avait déjà vu tout à l'heure et j'avais dit que j'expliquerai plus tard. Nous y sommes. Ce qu'on voit, c'est que arc 0 original, c'est le premier contre-exemple que Scala-check a trouvé par exploration aléatoire de l'espace des listes d'entiers, parce que là, il nous génère des listes d'entiers pour ce test. Donc la première liste d'entiers qu'il a trouvée qui fait blander le truc, c'est celle-là. Et après, en fait, il a procédé à une étape de réduction. C'est-à-dire, à partir de ce contre-exemple, d'essayer de trouver des contre-exemples plus petits alors en éliminant... Alors, c'est à la fois plus petit en termes de taille de liste et plus petit en termes de chiffres, ouais. Si on voit... c'est ça, si on voit, il y a que 2 nombres qui sont relativement petits en valeur absolue du moins dans cette liste, c'est -1 et 1, mais à la fin, imaginez une liste avec 3 petits nombres. Donc c'est pas juste une extraction d'éléments de la liste d'origine, mais il a à la fois réduit la taille de la liste et réduit la taille des nombres qu'il y avait dedans,
tant que ça marche pas. Et elle s'est dit, en gros après, c'est dirigé par des algorithmes qui sont à l'intérieur de Scalacheck et qui savent pour un type donné comment le réduire. Un peu de la même façon qu'ils savent pour un type donné comment le générer. Et c'est des choses qui sont aussi extensibles si on a nos propres types et qu'on veut montrer à Scalacheck comment les réduire. Je peux pas m'étendre trop là-dessus. Et donc voilà, Scalacheck, il m'aide aussi au sens où quand il a trouvé un contre-exemple, en plus il fait un effort, il essaie de me trouver un contre-exemple propre. Qui va pas me faire me gratter la tête en me disant pourquoi est-ce que c'est moins 1 milliard 965 millions 185 000 qui marche pas. Pourquoi? Mais non, en fait, Scalacheck est sympa, il me dit non, regarde, même avec moins 1, 0, 0, enfin avec la liste 0, moins 1, 0, ça marche pas ton truc. Bon, j'ai pas d'excuses. Voilà, donc ça c'était la réduction. Je vais pas en parler forcément beaucoup plus parce que c'est souvent bien quand on teste avec des types de librairies standards, quand on a des API qui sont dans des types relativement primitifs, c'est pas forcément très souvent le cas en programmation fonctionnelle, ou souvent on construit beaucoup de types plus compliqués pour faire des choses, donc c'est pas forcément toujours utile. Ok, donc ça c'était l'introduction, ça dure un petit peu plus longtemps que ce que j'imaginais, donc on va voir, on fera peut-être des coupes dans la suite. Récap, donc Scalacheck c'est un truc pour se faciliter la vie, parce qu'on est un peu feignant. On n'est pas contre l'idée d'écrire des tests unitaires, mais comme des fois c'est un peu chiant, il faut trouver des tas d'exemples. Scalacheck il va venir le faire pour nous, dans une certaine mesure. Mais en gros, il a son processus, cette fonction dépendante un peu magique qui, étant donné un type, nous donne des valeurs, et c'est quand même bien pratique. Donc ça peut déjà être un gain de temps pour la génération de valeurs pour des tests unitaires, surtout si on travaille avec des tests relativement primitifs. Et puis par ailleurs, un test de propriété, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça doit pouvoir nous donner potentiellement encore plus confiance pour un test de propriété dans quelque chose sur notre code, qu'un test par exemple, parce qu'on a eu plein d'exemples du coup avec notre test de propriété. Puis évidemment, d'un run sur l'autre, c'est en plus des valeurs encore différentes, même si on en a que 100 par run. On aimerait bien que si ça plante si possible au premier run d'intégration continue au moins, mais bon. Une autre conversation. Car il y a plus de cas testés, et puis aussi parce que Scalacheck, comme on l'a vu, est malin et va tester les bornes, en particulier des domaines numériques, et d'autres cas particuliers, comme les séquences vides ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des questions à cette... Vu les tests qui ont été présentés jusqu'à présent, c'est plus du test U que du test d'intégration. Alors, oui, la question c'était c'est plus des tests unitaires que des tests d'intégration. Je suis tout à fait d'accord. Alors j'ai prononcé le mot intégration, mais je veux dire, intégration continue, c'est le nightly build, quoi. Ouais. Ou sur ton nightly build, tu vas vouloir mettre 10 000, 100 000, 1 million pour ta borne, le nombre de tests, de fois où on teste la propriété. C'est pas grave. Au début, il disait que c'était à la base inspiré de check en Haskell, et du coup c'était réimplémenté dans plein d'autres langages. Est-ce que ce genre de pattern de choix qui est fait par Scalacheck se retrouve en fait dans les autres langages dans lesquels il est implémenté, ou est-ce que chaque langage a un petit peu ses propres choix? Alors, la question est, on a vu que Scalacheck n'est qu'un membre de la nombreuse famille des descendants spirituels de QuickCheck. Est-ce que dans les autres membres de la famille, les recherches des bornes, des cas particuliers un peu Sioux est également faite? Alors évidemment, je ne peux pas parler des implémentations de EtoileCheck que je ne connais pas malheureusement. Pour autant que je me rappelle, il me semble avoir vu une implémentation de EtoileCheck en Java qui faisait ça, qui faisait ce genre de choses. En OCaml aussi. En OCaml, j'en doute pas, tout est bien fait en OCaml de toute façon. Je dis ça parce que c'est Xavier qui a amené à boire. Je me fais bien voir. Et après, pour les langages où ça a du sens, je dirais oui. JavaScript, honnêtement, je sais même pas quel est l'entier maximum en JavaScript. Enfin, bon. C'est ça. Je troll un peu, mais enfin, on sait que le problème est un peu plus compliqué à cause de la représentation numérique différente. Voilà, je sais pas, je pense que ça dépendra des langages après, et vraisemblablement dans beaucoup de langages, il y aura des cas pertinents. Est-ce que les auteurs des librairies en question ont pensé à le faire? Je ne sais pas. Il faut aller leur demander sur GitHub. Oui, des questions. Vas-y. Je ne sais pas si ça a du sens de la question, mais je me demande en fait, justement dans un contexte d'intégration continue, est-ce qu'il est plus intéressant de faire, de checker 100 fois 100 cas, ou de faire une fois les 100 fois 100 cas? Alors, est-ce qu'il est, dans un contexte, dans l'intégration continue, est-ce qu'il vaut mieux, alors je suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce qu'il vaut mieux tester alors non, je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que tu veux dire, est-ce que la question c'était, est-ce qu'il vaut mieux faire un build sur lequel on change le paramètre pour le mettre à 10 000 ou 100 000 au lieu de 100? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire 100 builds sur lequel on le met à 100? Du point de vue des valeurs générées et de la qualité de leur randomité aléatoire, c'est pareil, essentiellement. Parce que c'est un générateur pseudo-aléatoire tout bête, comme on va en voir un exemple dans pas très longtemps, mais du coup il est décidé avec un
un PRNG plus fort au démarrage de la VM ou de la suite de tests. Donc c'est pareil. Enfin, le CD 100 fois, le CD 100 fois au milieu du truc ou pas. Essentiellement, sur run 100 fois le build, en général, t'as 100 fois l'overhead du système de build, chose que tu veux éviter. Donc on aurait tendance, purement pour cette raison-là, à préférer de monter le paramètre, enfin plus précisément d'avoir une définition du paramètre quelque part dans un fichier de conf ou d'initialisation de la suite de test qui regarde une variable d'environnement pour savoir s'il est sur le serveur d'intégration continue, qui fait ça au démarrage de la suite de test. Il y a une autre question dans le fond? Justement, dans les cas d'utilisation que tu as pu avoir par rapport à votre projet, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi du fait que ce soit vraiment aléatoire, que tu fais ton intégration continue avec des builds de temps en temps Ouais. Alors ouais. Alors la question c'est du fait qu'on a de l'aléatoire, est-ce que c'est pas gênant vis-à-vis de la répétabilité des builds et en particulier l'intégration continue? Alors oui et non, et plutôt non en fait. Alors c'est toujours gênant d'avoir des builds d'intégration continue instables évidemment. Maintenant, effectivement, ça peut arriver dans des cas rares que QuickCheck, qu'il y a un edge case qui marche pas dans une propriété et qui soit suffisamment rare pour ne finir par arriver qu'en intégration continue, même pas forcément au premier build au bout de quelques-uns. Ça va te faire très plaisir probablement à Vincent qui est là. Ça m'est arrivé une fois par exemple avec une date qui était générée au dimanche 25 octobre 2h32, enfin quelque chose comme ça. je vous laisse maintenant 1h32 ou minuit 32, donc un changement d'heure. Et où si on génère une date pendant l'année où l'heure change dans un certain sens, je ne sais plus si c'était au printemps ou à l'automne, mon programme avait une erreur. Donc ça effectivement ça peut être assez rare. En même temps, c'est un problème qui est bon. Globalement ça m'est arrivé une fois, ce genre de truc. Donc c'est pas tous les jours on revient le matin et puis on voit que le build d'intégration a encore planté. Pourquoi? C'est encore une propriété QuickCheck qui a fait un truc. Mais par ailleurs, c'est de toute façon toujours une bonne information. C'est j'avais un bug en fait. Il m'a fallu un certain temps pour que l'information arrive jusqu'à moi parce qu'il a fallu plusieurs tentatives avant que QuickCheck se rende compte qu'il y avait un souci. Mais avec un test classique, je m'en serais jamais rendu compte. Typiquement, à moins d'être très très malin, il m'a dit attends, si je pensais au changement d'heure. Qui travaille pendant l'heure de changement d'heure. Soit dit entre nous. Donc, le seul problème, c'est de retrouver la paternité de ce qui est connu. Et alors après, le problème, c'est de retrouver la paternité, effectivement, et c'est exactement là que je voulais en venir. L'autre raison pour laquelle c'est pas hyper gravement un problème, à mon avis, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a une erreur, on le voit plus, c'est pas grave. On retourne nos slides, on remonte un peu. Quand on a une erreur, il nous dit ce qu'il avait généré, que ce soit la valeur originale ou la valeur réduite. Mais ScalaCheck, dans ses logs, il dit si j'ai généré ces valeurs-là, alors ton programme ne marche plus. Parfois, en plus, on est sur des tests où on teste des fonctions qui sont un peu moins... où le rapport entre ce qui est généré et ce qui est passé aux fonctions effectivement testées est un peu moins immédiat, c'est normal. Et il peut y avoir des étapes intermédiaires. Mais on a toujours la valeur initiale qui est disponible. C'est-à-dire qu'on peut relancer son REPL, typiquement, et puis mettre la valeur fournie par QuickCheck, et puis regarder, aller débugger pourquoi ça marche. Ok. Oui, quand je disais la paternité, je suis en mode ma chaîne d'intégration continue, c'est pas uniquement des tests-tu, c'est aussi un petit peu d'intégration, donc ça peut avoir des effets de bord du dev de quelqu'un d'autre sur un autre module. D'accord. Oui, là on a du mal à savoir. Là on est plutôt du dernier commit ou si c'est le Là on est plutôt dans du test unitaire, donc on est plutôt sur on voit la cause dans le log et on va remonter directement au code source. Quand on a le test unitaire, on n'a pas la question de la paternité qui est commit. Mais ça, après, si c'est une question de maternité à travers un graphe de commit, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de meilleure solution que ce qu'on fait d'habitude, c'est git bisect. Et puis, on retrouve le commit fautif d'abord, et après, on regarde dans le code avec le log de ScalaCheck d'où venait effectivement le problème. Bon, alors là, j'ai un problème, c'est que je suis à bien 20 minutes de plus que ce que j'imaginais être à ce stade de la présentation, en particulier grâce à vos excellentes questions. Alors, soit on dépasse, soit on coupe. Et si on coupe, il y a deux choix qui sont soit on coupe la partie où on va créer nos propres générateurs de valeurs en pouvant générer tous les types du monde de façon extrêmement concise avec des concepts de programmation fonctionnelle avancés, ou un cas d'usage un peu plus détaillé. Vous voyez quelle partie je préfère évidemment. Le 1, allez. Bon donc on continue par cette partie-là, et puis on fera un vote par acclamation pour voir si vous voulez repasser sur le cas d'usage à la fin. Alors comment ça marche un générateur, concrètement? Première approximation, un générateur de valeurs, c'est un truc qui, étant donné une source de random raisonnable, un pseudo random number generator quelconque en général,
est une fonction qui prend un générateur de nombres aléatoires d'entrée et renvoie une valeur de type A. Ça semble raisonnable. Mais, j'ai de l'état global dans ce random number generator. Tirer une valeur aléatoire, c'est un effet de bord, du coup. Ah. Fait de la programmation fonctionnelle ici, monsieur. Comment je rejoue un test à partir de là? C'est un peu opaque, un random générateur classique tel que Java util random. Problématique également. Si, on n'aurait pas une approche qui serait un peu plus fonctionnelle du générateur de nombres aléatoires. Eh bien, à la fois, c'est pas très compliqué si on imagine qu'on a un générateur de nombres aléatoires immutable, par exemple. Et que du coup, si notre générateur de nombres aléatoires est immutable, générer une valeur, ça doit quand même faire une perturbation sur notre source d'entropie, enfin, de pseudo-entropie du moins. Et donc du coup, ça veut dire que quand on a généré une valeur, il faut aussi renvoyer avec cette valeur générée un nouvel état pour le générateur aléatoire. Est-ce que ça c'est suffisant comme API pour décrire ce que c'est qu'un générateur de valeurs? Eh ben, il se trouve que oui, et on va l'explorer en plusieurs étapes. Alors comment déjà, première étape, qu'est-ce qu'on va avoir comme primitive? On va partir sur un générateur aléatoire très simple qui s'appelle un générateur congruentiel linéaire. J'ai été voir ça dans Wikipédia. Qui est un générateur pseudo-aléatoire tellement simple que ne l'utilisez surtout pas pour votre blockchain. Je prends cet exemple qui est dû à un certain Donald Knuth, qui est, voilà, notre générateur c'est ça, on l'initialise avec un seed, une graine, qui est un long, et puis à chaque étape, on peut soit observer la valeur aléatoire courante qui est un long, qui est ce seed, soit le passer à un nouvel état qui consiste à faire une opération modulo de puissance 64 un peu compliquée, de sorte à bien mélanger les bits entre eux, et en première approximation, ça fait une suite de valeurs qui semble assez bien aléatoires. En particulier, ça c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des classes de générateurs aléatoires qui passent des quantités surprenantes de tests statistiques en particulier, parce que ils ont une période très longue, c'est-à-dire il leur faut très longtemps avant de commencer à se répéter, et donc du coup, ils semblent relativement aléatoires à première approximation. En fait, même, plus précisément, ils tendent à échouer des tests statistiques parce qu'ils se répètent pas assez vite. Un générateur aléatoire a tendance à se répéter plus rapidement. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, déjà... Alors, si on regarde bien ce truc-là, ce générateur, cette source d'aléatoire de base, déjà, en fait, elle semble faire le travail d'un gen long, déjà. Puisque je peux récupérer un long qui est l'état courant, à partir d'une valeur du RNG, et puis le passer à l'état suivant, avec ma congruence. Et donc, à partir de là, je peux commencer à établir des générateurs pour un certain nombre de types bien connus. C'est comme ça que je vais construire ma tour. C'est commencer par des types simples, et puis avancer. Alors, moi là, je vais ignorer comme je suis quand même en train de faire la version simple, je vais pas faire ce que fait Kalacek et faire des magouilles pour aller chercher dans les coins. Et aux bornes des trucs. Je vais rester sur une version simple où j'essaie plutôt d'obtenir une valeur relativement uniforme, sans me poser trop de questions sur la qualité de la distribution tant qu'elle est pas dégénérée. Donc, je définis une classe qui va représenter mon générateur, qui est juste un wrapper pour ce type de fonction, qui, étant donné un générateur, envoie une valeur et un nouvel état du générateur. Un générateur de long, c'est simple, donc je regarde l'état courant du générateur, puis j'avance son état. Un générateur d'int, ça a l'air pas très compliqué, parce que j'ai un long comme valeur courante dans mon générateur, je peux la tronquer en int, et puis bien penser par contre à avancer l'état de mon générateur dans la deuxième partie de ce que je renvoie. Pour générer un booléen, qu'est-ce qui est une façon raisonnable de générer un booléen à partir d'un long? C'est de dire s'il est positif ou nul. On a vu qu'il y avait exactement la moitié des... alors on l'a vu avec les ints tout à l'heure, mais on a vu qu'il y avait exactement la moitié des ints qui étaient positifs ou nuls, l'autre moitié étant strictement négatif. Pour les longs, c'est pareil. Pour la même raison. Donc un booléen positif ou nul, ça a une chance sur deux d'arriver. Un long positif ou nul, ça a une chance sur deux d'arriver, donc ça a l'air pas mal pour mon générateur de booléen. Donc si mon long est positif ou nul, j'enverrai true. Sinon ce sera false. Pour un caractère, pas de complication particulière, fonction toChar qui tronque mon long et un caractère de 16 bits sur la JVM. Pour double, c'est un peu plus rigolo. Bon, mais c'est semble-t-il assez standard de faire ça pour les doubles. Ça nous donne une distribution aléatoire, une distribution uniforme entre 0 et 1, 0 inclus, 1 exclu, ce qui est une primitive utile en termes de génération de valeurs aléatoires, d'avoir une valeur réelle uniforme dans l'intervalle semi-ouvert 0-1. Et avec la résolution la plus élevée possible, vu les possibilités du type double en IE 754. Il y aura quand même des trous. Il y aura forcément des trous, de toute façon c'est discret. Oui, toujours les mêmes.
Et ce sera, mais par contre, on a des valeurs qui sont régulièrement espacées. On a 2 puissance 53 valeurs, parce qu'on a shifté 11 bits de notre, on a dégagé 11 bits de notre double, avec ce shift, et donc on aura 2 puissance 53 valeurs, possibles, uniformément espacées entre 0 inclus et 1 exclu. On échantillonne régulièrement. C'est ça. Enfin, c'est plus les valeurs possibles de retour de cette fonction sont exactement 2 puissance 53 réelles, espacées régulièrement entre 0 exclu et 1, 0 inclus et 1 exclu. Ce qui est plutôt pas mal. Et que bah, si on a une répartition uniforme du long à l'entrée, bah, on aura une répartition uniforme sur ces doubles-là. Voilà. Donc bon, bah voilà, c'était pas mal. On voit qu'on peut commencer à utiliser, à partir d'une méthode pour générer des longs, on commence à déduire petit à petit des méthodes pour générer d'autres types. Il y a un truc quand même qui est un peu casse-pied, du point de vue de l'ingénierie logicielle, si on veut, c'est qu'on voit quand même qu'à chaque fois, on est obligé d'écrire explicitement nos fonctions, et puis explicitement, il faut surtout se souvenir d'appeler r.next dans la deuxième partie de ce qu'on renvoie. Si on oublie d'appeler r.next et qu'on renvoie, par exemple, r, sous ce type, on se trouvera dans un monde horrible où le générateur ne change jamais son état interne, tout est figé, et on génère tout le temps les mêmes valeurs. On aura un problème. Donc ça veut dire qu'on met à la charge de l'implémenteur des générateurs, qui est pas forcément nous, l'auteur de la librairie, parce que on veut pouvoir permettre à l'utilisateur de d'écrire ses générateurs pour ses types à lui, ou ce qu'il veut. Mais on voit on est en train de mettre à la charge de l'implémenteur le fait de penser, à se souvenir à chaque fois, sinon c'est pas bien, c'est un vrai problème, de faire avancer l'état interne de notre générateur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Je propose que peut-être, on constate que là pour l'instant on prend ce qui est moralement la sortie de notre générateur quand il est dans son état primitif, initial de générateur de longue, et puis on applique une transformation dessus. ToInt, ou supérieur ou égal à 0, ou toChar, ou cette manipulation de bits amusante sur les doubles. Et que donc, un truc qui fournit un résultat et on applique une transformation à la sortie, ça me rappelle quelque chose. Et si notre type gen était un foncteur? Et si, ce qu'on essayait de dire, c'est que peut-être il y a une fonction map sur ce type gen, qui permet, à partir d'un générateur de quelque chose, de transformer son output par une fonction, en autre chose. Donc je peux assez facilement écrire la définition de cette fonction map, c'est étant donné un générateur, étant donné dans une instance de générateur, il va y avoir une fonction map qui est étant donné une fonction qui prend en argument le type de sortie de ce générateur et qui retourne autre chose, et je peux récupérer une étape de génération de mon générateur en appelant this.run sur le RNG, et puis renvoyer ce que je viens de générer, mais en passant la valeur de retour à cette fonction de transformation. Et donc, du coup, si on regarde, l'expression qui est entre les accolades après gen là-haut, donc c'est r flèche prend un random et ça renvoie quelque chose qui est un b et un random. Donc j'ai effectivement la fonction nécessaire à créer un générateur de b. Et donc du coup, une fois que j'ai cette fonction map, qui est vraiment la fonction map des foncteurs, ou fmap pour les amateurs de Haskell ou des choses comme ça, je peux réécrire les générateurs que j'avais décrits précédemment à partir de long, mais en utilisant .map. Deux avantages. D'une part, c'est beaucoup plus succinct et beaucoup plus joli. Bon, il y a toujours cette constante magique bizarre là-bas dans le fond, mais qui fait un peu mal aux yeux, mais c'est quand même plus succinct et plus joli. Et surtout, l'implémenteur n'a plus à se soucier de savoir quoi faire du générateur du RNG. Il sait même pas qu'il y a un RNG là-dedans. Il sait qu'il a un générateur qui génère des longues et qu'il a le droit de faire toutes les transformations possibles qu'il veut sur les longues pour obtenir le type qui lui intéresse. Donc c'est pas mal. Et puis du coup, on peut commencer je peux commencer à montrer comment décrire des générateurs un peu plus toujours simples mais un peu plus intéressants qui vont me servir pour la suite. Je vais avoir un générateur const par exemple qui en fonction d'une valeur va fournir un générateur qui renvoie toujours cette valeur. On va voir qu'il y a des cas où ça peut être intéressant. Un générateur qui me renvoie un booléen avec une certaine proba, qui m'envoie true avec une certaine proba, c'est étant donné un double, créer un générateur qui renvoie true avec cette proba et false avec la proba 1 moins cette proba. Donc comme je sais que double il est uniforme, enfin en tout cas j'ai admis que double était uniforme mais j'en suis à peu près convaincu, la proba que le générateur de double tombe en dessous de P, c'est à peu près P. Pour un P compris entre 0 et 1, donc c'est très bien. Je peux générer un entier mais borné, et entre 0 et n. A priori, ça doit être 0 inclus n exclu, puisque le double, lui, c'est 0 inclus 1 exclu. Donc voilà, donc je peux commencer à faire pas mal de choses.
comme définition de générateur et générer plein de types pour les passer à mes propriétés dans mes tests, à partir de juste un générateur de long et cette fonction map. C'est pas mal. Il y a quand même peut-être des choses que je peux pas encore faire à ce stade-là. Par exemple, générer une liste. Générer une liste, il faudrait que je fasse probablement de la récursion, ou en tout cas plusieurs étapes. Et puis du coup, à chaque étape de la récursion, il faudrait probablement que je fasse passer l'état de mon générateur intermédiaire, enfin de mon générateur aléatoire, d'étape de récursion en étape de récursion pour pouvoir garantir qu'on fait bien avancer l'état aléatoire global, du coup, d'étape en étape. Pour pas générer tout le temps le même argument, enfin le même élément ou des choses comme ça. Alors si je veux le faire à la main, ça va ressembler à quelque chose comme ça, et on va voir que c'est, enfin, constater que c'est difficile d'imaginer que ça puisse avoir avec map. Donc je vais commencer par réduire le problème à un tout petit peu, le problème de générer une liste de quelque chose sous cas un tout petit peu plus simple qu'à générer une liste de longueur donnée de quelque chose. Et donc du coup je dis comment est-ce que je génère une liste de longueur fixe? J'ai un générateur de choses de type A, j'ai un entier qui a la longueur fixe que je veux obtenir pour ma liste. Comment je fais un générateur de liste de A? Bon, on a dit qu'on voulait parler de récursion, il va nous falloir un cas de terminaison. Si le n égale 0, on sait déjà ce qu'on veut envoyer, ce sera toujours nil, la liste vide. Et donc du coup, mon générateur dans ce cas-là, c'est const le nil, pour obtenir un générateur constant qui renvoie toujours nil. Si n n'est pas 0, je vais devoir envoyer un générateur qui fait effectivement quelque chose. Et donc là, on va travailler par récursion classique, où on va tâcher de générer un élément pour notre liste, et puis de laisser le soin à un appel récursif à fixed list de générer le reste de la liste. Donc j'ai un générateur de A, donc je peux appeler sa fonction run avec le RNG. Ça va me fournir un A, qui sera la tête de ma liste, et un R1 qui sera le nouvel état aléatoire après cet appel. Avec ce nouvel état aléatoire R1, c'est important que je parte pas de R, parce qu'il faut que je prenne en compte le fait que récupérer la tête de la liste a modifié l'état aléatoire. Et bien je peux appeler le générateur fixedList gen n-1, qui est mon appel récursif, et qui, si ma récursion est bonne, va effectivement me générer une liste de longueur n-1 de A. Et je peux l'appeler sur ce nouvel état aléatoire R1. Ça va me fournir une valeur dont on espère que, enfin, dont si la récursion est bonne, dont il s'agira bien d'une liste de longueur n-1 de A, et un nouvel état aléatoire. À partir de là, je peux mettre ma valeur initiale devant ma liste de n-1, prendre le dernier état aléatoire qui m'a été fourni par mes appels successifs à des générateurs et envoyer la valeur. Si on regarde un peu, on peut imaginer qu'est-ce qui se passe quand on a passé n égale 1 au départ. Et ben on a fait un appel au générateur, on a fait un appel à générateur constant de liste vide, c'est-à-dire qu'on a retourné directement la liste vide, et du coup, après c'est en chaînant les modifications d'état aléatoire, et puis du coup, on va envoyer la valeur générée par le générateur passé en argument, le point de point liste vide. On aura bien une liste de 1 argument. Et on peut imaginer que ce qui va se passer quand on aura un n plus grand, ça va être un peu comme une boucle. On va générer un argument, puis on va faire un appel à un générateur récursif plus petit, qui va générer un argument, et à chaque fois, en passant l'état aléatoire, le RNG d'étape en étape pour qu'il soit bien modifié à chaque fois, et bien pris en compte par le calcul suivant dans son état modifié à chaque fois. Bon. Donc c'était un peu plus compliqué que une transformation directe de l'output de notre générateur de longue, mais ça a l'air de marcher. Maintenant, le problème, c'est on est à nouveau en train de gérer explicitement l'état aléatoire et s'assurer qu'il progresse bien et qu'on n'est pas en train de créer plusieurs branches sur l'histoire des états aléatoires ou de revenir en arrière ou de générer plusieurs fois la même chose parce qu'on a mal géré le fait qu'il faut absolument préserver les modifications, les mutations sur cet état, enfin, pas les mutations, mais les modifications sur cet état que font chacun des générateurs qu'on appelle. Ça, c'est un peu moins bien, par contre. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de doter cette tâche-là de l'auteur des générateurs? Et oui, en effet, ce moyen, ce serait d'avoir une fonction flatmap sur le type gen. Donc, qui en ferait une monade, en plus d'être un foncteur.
Alors, et donc cette fonction flatMap, elle est même presque plus facile à implémenter que map, parce que donc le contrat pour implémenter flatMap, c'est si j'ai un générateur de A, et une fonction qui à partir d'un A donne un générateur de B, une fonction qui attend le résultat d'un générateur précédent pour permettre de générer, pour donner quelque chose qui permettra de générer, mais avec un nouvel appel au pool d'entropie et au générateur aléatoire, une valeur d'un autre type, eh bien je peux les combiner pour générer la valeur de ce deuxième type. Et du coup, on voit que c'est assez facile, c'est étant donné notre random, je fais appel au premier générateur, 10, pour obtenir une valeur de type A et un nouvel état aléatoire. La fonction f qui m'est passée me permet à partir de A d'obtenir directement un générateur de B, que je n'ai plus qu'à exécuter sur le nouvel état aléatoire que je viens de recevoir. Et ça, ça me retourne un B, et encore un nouvel état aléatoire qui sera le résultat de mon générateur. Et donc du coup, une fois que j'ai ce flatMap, je vois que je peux réécrire assez facilement ma fonction fixedList, par exemple, parce que ça consiste à, dans le cas non nul, obtenir le résultat du générateur, puis lui flatmapper ce générateur-là, jusqu'ici, jusqu'au bout, qui lui génère une liste de n-1 et lui prépende cette valeur que je viens de générer. Comme on est en ce cas-là, on peut tout ce qui peut s'écrire avec des maps et des flatmaps peut aussi s'écrire avec des for comprehensions, ce qui est un raccourci syntaxique bien pratique. Et donc je vois que je peux aussi utiliser ces for comprehensions maintenant pour écrire des générateurs. Et en particulier ici, je vais écrire un générateur de liste général sans taille donnée, à partir d'un générateur d'éléments. Et donc je prends le générateur up to 32768, qui est le nombre que j'ai choisi arbitrairement comme étant la taille maximale limite des listes que je vais générer. Donc ça, c'est un générateur qui donne un entier entre 0 et 32768, 7. Et donc, n, ça va être le résultat de ce générateur. Ça va être un générateur qui va donc produire des listes de la chose générée par gen de la taille n. Et le résultat, ce sera L, et je vais retourner L. Ça, c'est équivalent à... pour ceux qui sont pas forcément habitués à ce cas-là, up to 32768.flatmap n flèche fixedList gen n. Construction similaire à celle qui est juste au-dessus, c'est juste pour montrer la possibilité, le fait qu'il y a deux possibilités syntaxiques qui reviennent au même. Ça, à la limite, c'est presque plus clair dans un certain nombre de cas, c'est plus intuitif, c'est un peu comme si, tout ce qui est à droite, c'est des générateurs, mais du coup, tout ce qui est à gauche, c'est, si on était dans un monde merveilleux, on oublie que c'est des générateurs et on fait comme si c'était des valeurs. Et puis si on est familier avec Haskell, par exemple, il y a évidemment exactement une notation tout à fait similaire qui est la notation de Do. Ok. Bon, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut commencer à générer des types sensiblement plus exotiques. Par exemple, si étant donné un générateur, et puis assez générique, en fait, au sens où pour n'importe quel type, tu me donnes un générateur de ce type, puis je vais construire des choses magnifiques avec. Par exemple, donne-moi un générateur de A et un générateur de B, et je vais te donner un générateur de tuple de A et de B. Avec cette fonction tuple qui est tout à fait similaire à ce qu'on a fait pour l'étape récursive de nos listes, mais sans récursion, où on appelle le premier générateur, puis on appelle le deuxième générateur, puis on combine dans un tuple. Si tu veux un générateur de A, je peux te fournir un générateur d'option de A, option qui est un type qui a une valeur ou une absence de valeur, qui s'écrit none. Eh bien, disons par exemple que la probabilité d'avoir pas de valeur c'est 0,1, un dixième. Donc je prends le générateur de booléen qui renvoie true une fois sur 10, et je lui flatmap une fonction qui dit si c'est none, si c'est true, alors générateur constant renvoyant none, donc du coup si le premier générateur a toujours renvoyé, à chaque fois que le premier générateur aura envoyé true, et le deuxième générateur renverra none, et sinon, tu n'as qu'à générer une valeur avec le générateur que tu m'as passé en argument, et puis lui mapper sum, qui est le truc qui permet de construire la variante non vide d'option. De la même façon, either, c'est un type union avec deux variantes, une qui s'appelle left et qui contient une valeur du type du premier argument, l'argument de gauche, et une qui s'appelle right et qui contient une valeur du type du deuxième argument de type d'either. Et c'est pareil, un peu comme pour l'option, je peux dire, ou pour le tuple, si tu as un générateur de A et un générateur de B, tu peux avoir un générateur de quelque chose qui contient soit un A, soit un B. Je regarde un booléen, s'il est true, je décide que je vais renvoyer un left avec la valeur de type A dedans, et s'il est false, je décide que je vais renvoyer un right avec la valeur de type B dedans. Alors,
on va s'arrêter d'empiler les exemples très vite, parce que bon, on pourrait continuer longtemps, ce serait très amusant, mais je suis sûr que vous avez commencé à avoir faim et ou soif et ou sommeil. Mais donc, on voit quand même discrètement que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a défini un moyen de montrer comment définir des générateurs pour un type produit à partir des types composants avec le tuple, montrer comment, avec option et surtout avec Alizer, comment à partir de définition de générateur pour des types composants, définir un générateur pour un type union, un coproduit. Et donc du coup, on se dit que là, peut-être, en fait, on a tout ce qu'il faut pour écrire des générateurs pour des ADT, des algebraic data type arbitraires. Et on sait que dans nos types métiers, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, quand on va commencer à vouloir tester nos applications, qui sont des ADT. Et donc, ça veut dire que là, globalement, on a été un peu vite et puis on n'a pas forcément vu dans le détail comment ça se passerait, mais on est quasiment en mesure de générer des valeurs, d'écrire des générateurs pour de type métier quelconque. Alors, je vais montrer un exemple complètement stupide, mais pour montrer qu'en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué pour sa case class de son application que ça. Si j'ai une car si j'ai une voiture qui a un moteur et une liste de roues, eh ben je peux à partir d'un générateur de roues et d'un générateur de moteur complètement écrire un générateur de car, et c'est même hyper simple avec une for comprehension. Je lui dis avec le générateur d'engine, donne-moi un engine. Avec le générateur de roues, fais une fixed list pour m'en donner 4 quand même, parce qu'on sait jamais si ça peut servir. J'aurais peut-être dû mettre 5, parce que souvent, vous voyez avec une roue de secours quand même, encore qu'elle est différente. Enfin bon, bref. Donne-moi donc 4 roues qui pourront être diverses choses selon l'implémentation. Et avec ça, tu me crées une classe, tu me crées la classe car avec cet engine, ce moteur et ses roues, et tu me génères ça. Voilà, c'est vraiment la recette générique pour, à partir de façon de générer les différents composants d'un type métier potentiellement relativement complexe, générer des valeurs pour ce type. Et s'il y a des règles métiers sur les valeurs possibles pour telle ou telle partie d'un type métier, le générateur, on peut avoir plusieurs générateurs par type, donc on peut avoir un générateur pour ce type qui va dire, je sais que cette chaîne de caractères là, par exemple, c'est en fait un EAN13. Donc je vais avoir un générateur de chaîne de caractères qui va s'appeler gen EAN13, qui génère en fait pas toutes les chaînes de caractères, mais des chaînes de caractères qui ont le format d'un EAN13. Code barre. Et du coup, dans ma classe métier, peut-être si elle contient un EAN13, ou je sais pas si c'est book et qu'il y a un ISBN, tiens, j'aurais dû prendre ça au lieu de mettre car, c'était idiot car, j'aurais dû mettre un ISBN. Mais bon voilà, si j'ai un générateur d'ISBN, je peux l'utiliser pour générer un ISBN qui sera pas patate dans ma classe livre. Donc je peux vraiment commencer à générer des valeurs réalistes pour mes classes métiers dans tout un tas de cas qui sont les types union et les types produits, donc tout ce qui est algebraic data type. Maintenant, parfois on appelle des fonctions, on fait usage, on passe des paramètres à des fonctions, et ce sera probablement le dernier point parce que ça fait un petit moment qu'on y est là, et puis c'est aussi le dernier point de la section de toute façon, donc c'est très bien. Mais des fois on passe des arguments à des fonctions qui sont pas stricto sensu des ADT ou des valeurs primitives. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ça arrive. Comme on fait de la programmation fonctionnelle, parfois on passe des fonctions à nos fonctions. Et alors du coup on se dit, est-ce que ce serait possible de générer des fonctions avec notre truc de générateur? Est-ce que je peux écrire un générateur pour un type à flèche B? Sous quelles conditions et comment? Je ne sais pas. Alors on peut regarder un premier exemple, c'est de dire, si j'ai un générateur de B, je peux générer une fonction constante, qui renvoie toujours la valeur renvoyée par ce générateur. Donc là je prends mon générateur de B, et puis je lui mappe un truc qui, à partir d'une valeur B, donne une fonction constante qui renvoie toujours B. Alors c'est déjà pas mal. Scala check, la version 1.13 existe depuis 2016 ou 2017, mais jusqu'à la version 1.12, la seule façon dont il savait générer automatiquement des fonctions, c'était comme ça. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de cas d'usage dans les tests où passer des fonctions constantes, si on a une propriété dont un des inputs est une fonction, c'est quand même pas terrible. On se doute que les fonctions constantes, c'est des cas particuliers et que ça risque de fausser la vérification de la propriété. Alors on aura une deuxième option qui serait de passer des fonctions un peu sauvages, où on a un générateur de B, et donc et on va passer, et notre générateur de la flèche B, ça va être un générateur constant à nouveau, de fonctions, qui ignore son paramètre d'entrée, et qui à chaque appel, fait un appel à random, un effet de bord, pour générer une valeur. Peut-être il est un peu tard et ça commence à être difficile, mais je devrais voir beaucoup plus de mines déçues que je n'en vois, c'est absolument atroce. Évidemment, là, on perd tout ce qui est répétabilité. On a un effet de bord global en plein milieu de notre fonction de test qui est planqué complètement à l'intérieur du framework. C'est impossible de faire quoi que ce soit pour. Non, c'est horrible. Faut surtout pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remarquer une chose déjà.
Et ça va être un peu magique, attention, je vais vous demander probablement une légère suspension d'incrédulité. Mais on peut regarder remarquer une chose, déjà, c'est parmi les arguments que j'ai demandé pour mes combinateurs, la const function, while function, j'ai demandé un gen de B, mais c'est logique, c'est bien de pouvoir générer des valeurs de B, vu que c'est le type de retour de notre fonction, mais j'ai rien demandé pour A. Alors c'est curieux, ça, quand même. C'est un peu étrange que mes trucs, ils tiennent pas du tout en compte le type des paramètres d'entrée de la fonction. Et puis, ce A là, il est à gauche d'une flèche. Alors des fois, on sait souvent qu'en programmation fonctionnelle, les trucs qui sont à gauche d'une flèche au sens type fonction, c'est un peu différent. On dit qu'ils sont en position contravariante, souvent ça marche un peu à l'envers des types qui sont à droite des flèches. Alors du coup, les trucs qui marchent un peu à l'envers, ça me rappelle des histoires de dualité. Les gens qui parlent de monade, comonade ou des trucs comme ça, ça veut dire on retourne les flèches souvent. Alors c'est ça qu'on va faire, notre tour de magie, c'est on va dire, on avait des générateurs, on avait une notion de générateur qui est essentiellement, comme on l'a vu, une fonction. Alors oui, je suis désolé, j'ai fait ça vite fait et j'ai pas réussi à régler les couleurs bien, mais qui est essentiellement un générateur, c'est essentiellement une fonction RNG flèche tuple A RNG pour mon type A. Et ben on pourrait dire qu'un cogénérateur, c'est un truc qui fait l'inverse, qui prend un A RNG en argument et qui renvoie un RNG. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un truc où le RNG reconsomme une valeur qui a été produite et ça lui fait quelque chose. Ça le change potentiellement parce que c'est une valeur RNG. Est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Je sais pas. Mais on va voir maintenant si on doit faire quelque chose. J'ai écrit une classe cogène, donc je vais appeler consume la méthode qui consiste à réingurgiter une valeur de type A pour perturber, disons, un générateur. Et puis maintenant, je vais tenter cette implémentation et en gros, quand je l'ai écrite tout à l'heure, pardon, il y a 15 jours quand je préparais ce truc, j'avais pas trop d'idée de ce que j'allais écrire, j'ai utilisé les types des arguments qui contraignent assez fortement l'implémentation, comme d'habitude, pour les méthodes très génériques, et je me suis appuyé là-dessus pour l'écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on aurait donc notre cogène de A, qui serait ce truc magique qui irait perturber un générateur aléatoire en fonction d'une valeur de type A. On aurait notre gène de B, dont on pense toujours qu'on a besoin pour générer des fonctions qui retournent des valeurs de type B. Et donc comment on pourrait écrire un générateur de fonctions? Eh ben, une fois que j'ai mon random, mon RNG d'entrée, et puis une fois que j'ai je vais générer une fonction, donc, de A vers B, donc j'ai aussi on me fournira aussi un A, au moment où j'aurai besoin de générer un B. Alors, qu'est-ce que je peux en faire de ce A? Je me suis mis dans une situation où je peux en faire quelque chose. C'est je peux modifier le RNG. Pardon. Je peux modifier le RNG avec mon A, ici, pour obtenir un RNG dont j'espère qu'il sera différent, si le cogène est bien. Et différent pour chaque A. Et du coup, j'ai un RNG qui va être différent pour chaque A, ici. Et du coup, je peux appeler gen.run avec ce RNG, et j'aurai a priori un B qui sera différent à chaque fois. Et je fais underscore 1 pour récupérer juste le B, parce que le RNG, on s'en fiche. De toute façon, là, vu que ma fonction, elle va être appelée bien après que le générateur a été utilisé, j'ai plus personne à qui rendre l'état aléatoire. Et donc voilà. Par contre, ici, quand je retourne la fonction, je retourne la fonction qui ne sait pas encore fournir des valeurs de type B, parce qu'on ne lui a pas fourni de valeurs de type A, mais je fais bien toujours modification de... de l'état aléatoire. Et alors du coup, alors, probablement quand même, ce serait plus, avant de terminer, d'aller regarder si ce que je viens de raconter a une chance de fonctionner ou pas. Alors, j'ai mis tous ces trucs-là, tous les trucs qui vont nous servir dans un genre de script, avec gen et flatmap. Je vais importer toutes les définitions. Oui, bien sûr, oui. Évidemment qu'il y a un package devant. Voilà, et puis on va avoir besoin du type RNG vraisemblablement aussi. Alors. Ok. Et donc ce qui me manque... Alors j'ai tout défini. Ok, bon alors. On va essayer de faire un exemple de choses qui génèrent des fonctions assez rapidement. Je vais écrire un cogène pour le type long. Alors, ça dépasse un peu. Mais du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va essentiellement xorer le long qu'on lui passe en argument avec l'état qui est à l'intérieur du RNG, de sorte à le perturber de façon assez efficace pour le coup. Et puis je vais appeler next derrière aussi, comme ça, histoire que deux perturbations proches se traduisent par des résultats différents. Que pour le coup, si je passe 0 ou 1 comme A, ça va quand même donner des résultats relativement différents grâce à l'itération d'une étape sur le RNG. Ok.
Maintenant, alors j'ai un gen de int tel qu'on l'a vu précédemment, qui est évidemment défini. Ouais. Alors, référence de gen, ils ont mis 8. Aïe. Damned. Ok. Forcément, j'ai le gen de ScalaCheck et mon gen à moi qui sont dans le scope et je sais pas comment faire pour en cacher un, donc je recommence. Ça va pas être très long. Alors, hop. Parce que j'ai besoin que de ça, a priori. Ouais. Ah bah non. Il manque mon cogène, forcément. Ouais, très bien. Hop, voilà. Si tout va bien, déjà au moins ça compile. Enfin, puis même, on arrive à obtenir les générateurs, même si on l'a pas... Même si on l'a pas... On s'en est pas encore servi du générateur, on n'est pas complètement sûr, mais... Ok. Maintenant, bah, je lui dis, bah vas-y, donne-moi une fonction. Donc vas-y, donne-moi une fonction arbitraire des longues vers les entiers. Je te passe ce générateur que j'ai initialisé avec la valeur 2, 3, 4. Du coup, bah voilà, j'ai ma fonction, et du coup maintenant, bah, je peux regarder. Alors c'est bien une fonction, au sens de fonction référentiellement transparente de la programmation fonctionnelle pure, au sens où quand je lui passe 2 fois le même argument, elle me donne 2 fois la même chose. C'était le problème de while function, entre autres, hein. C'était que ça allait pas vraiment être une fonction parce qu'elle allait pas avoir cette propriété-là. Mais bah, grâce au cogène, on voit que si je fais varier l'argument, bah, je vais bien avoir une fonction qui est pas constante. Et si je récupère mon f à partir d'un autre état du RNG, bah, j'ai une f qui est différente. C'est pas le même f de 0, par exemple. Je sais pas, bon, alors celui-là, c'est marrant, le f de 0, c'est le f de 1 de l'autre. Hein. Il y a probablement un rapport avec le fait que mon cogène soit extrêmement simple à ce niveau-là. Mais si je demande, évidemment, tout est complètement déterminé dans ce que je viens de faire, donc si je redemande f à partir du même état du RNG, bah, ce f que j'aurai, ce sera le même. Donc je suis toujours dans un état déterministe, tout connaissant les valeurs générées, je peux retrouver, et même connaissant le site du random generator au démarrage de la suite de tests, qui est une autre façon. Parce qu'ScalaCheck, il a tendance à dire quelles étaient les valeurs générées. QuickCheck, par exemple, il a plutôt tendance à dire, si tu veux rejouer cette suite de tests, initialise le random avec ce site-là. Et donc voilà, pour un site donné, j'aurai toujours la même fonction arbitraire. Voilà. Donc ça, c'était un peu un truc cool que j'ai trouvé en cherchant ScalaCheck, qui n'était pas forcément le premier truc qui venait à l'esprit. C'est on peut aussi générer des fonctions, chose qui est relativement difficile en général, avec ce truc cogène, qui sort un peu de, on sait pas trop où, à vrai dire, quand même, pour être honnête. Et du coup, ça, c'est une avancée relativement récente, ça existe dans ScalaCheck depuis la 1.13, donc depuis à peu près un an, et c'est en cherchant les choses sur ScalaCheck que j'ai découvert ce truc-là, que l'auteur de la feature l'expliquait dans une vidéo YouTube, et que je vous l'explique moins bien ici, même. Voilà, je pense qu'on peut, compte tenu du temps depuis lequel je vous fais souffrir, je pense qu'on peut abandonner la troisième partie du talk, probablement. Donc on peut utiliser, on a un peu vu quelle était la machinerie qu'on utilisait pour générer des valeurs pour les tests, et ScalaCheck fonctionne de façon quand même très très similaire à ça. Le générateur aléatoire utilisé par le ScalaCheck, c'est quasiment pareil, sauf qu'il y a 4 longues et qui fait des opérations de bit shift un tout petit peu plus rigolotes pour passer à l'étape suivante. Sinon c'est le même principe. Pour la génération de valeurs numériques, il est un tout petit peu plus malin pour aller chercher les valeurs dans les coins, et en particulier pour optimiser la recherche de valeurs quand on lui place des intervalles, quand on lui demande des valeurs dans des intervalles un peu compliqués pour éviter de devoir soit d'avoir une perte d'uniformité parce que l'intervalle n'est pas congru avec le domaine d'origine qui est une puissance de 2, soit de perte de performance parce qu'il faut boucler régulièrement dessus. Bon, globalement, c'est un peu plus avancé, mais sinon le principe est le même, et en particulier une fois qu'il a défini comment chercher des longues, bah, les méthodes pour décrire les générateurs des autres types numériques sont essentiellement comme nous en tronquant. Et puis évidemment l'implémentation de la génération de fonctions, à part que les types sont pas exactement les mêmes, je l'ai piqué à ScalaCheck essentiellement. Voilà, donc bah. Pour les plus amateurs de programmation fonctionnelle, vous aurez sans doute reconnu qu'un générateur c'est essentiellement la monade state, spécialisée avec le type de l'état étant le générateur pseudo-aléatoire. Comme je disais, on a omis quelques détails quand même. En plus, entre autres, ScalaCheck, pour exécuter un générateur, il attend des paramètres supplémentaires qui sont les paramètres. Les trucs qu'on a vus comme
probablement les comptes d'itération, avant de décider que c'est bon ou c'est pas bon, et puis aussi, il y a des tailles plus ou moins par défaut qui sont aussi, Improbable. 0,1% de probable. Ouais, ou c'est plutôt, typiquement, il va dire, peut-être toutes les structures, toutes les collections que tu vas me demander, elles vont être de taille qui vont aller jusqu'à 16. Ou probablement c'est plus la valeur par défaut d'ailleurs. Mais du coup, ça c'est aussi un paramètre, puis bon voilà, ça se trouve assez bien dans la doc. Donc voilà, ça c'est encore un autre petit détail qui a été mis de côté. Voilà, ça je l'ai dit. Et alors en plus, Scala Check, on a vu que les générateurs, quand on a vu l'application, on a dit qu'on pouvait voir ça comme un filtre sur le générateur. On lui dit c'est un générateur de quelque chose, mais par rapport au générateur d'origine, il rejette certaines valeurs. Et du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées au niveau d'implémentation. Le fait que les générateurs de Scala Check, en fait, ils sont partiels. C'est-à-dire qu'en fait, leur type de ressource, c'est plutôt option de A. Ils ont le droit de filtrer. Par exemple, on lui dire, donne-moi tous les entiers. Point filter, x inférieur ou égal à 0. Ce qui est plus ou moins équivalent à ce qu'on a fait avec nos implications dans les tout premiers exemples. Et donc, bon, ça, du coup, ça complique pas mal la machinerie. Mais, l'idée, ce serait plutôt d'essayer d'avoir un générateur qui, ne génère que des valeurs telles qu'on attend, plutôt que de générer des valeurs un peu partout et puis d'essayer de filtrer. D'abord, ça va aller plus vite, et puis ça va être plus simple. Par exemple, en particulier, si je veux générer des fonctions, ça a moins de risque de planter. Une façon de faire ça peut être de prendre la valeur absolue, par exemple. Enfin, non, pas la valeur absolue, parce qu'on a vu que ça renvoie pas toujours un nom positif, mais de transformer des valeurs invalides en valeurs valides d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est mon étude de cas. Je voulais faire jouer au 421, c'était assez court, mais tant pis. Je vais juste terminer là-dessus. Si vous voulez voir plus de choses sur Scala Check, le user guide est très court et très intéressant sur GitHub. Il parle de choses qu'on n'a pas vues mais qui sont assez utiles pour la lisibilité des résultats des tests. On peut mettre des labels sur les propriétés pour leur donner des noms français ou anglais selon sa préférence. On peut utiliser un système de classification. Sur Scala Check, on génère des tas de valeurs aléatoires de plein de formes, potentiellement. C'est un générateur qui, si on génère des choses pour un type union ou pour des types qui ont des variantes, avec plusieurs variantes, c'est assez facile, mais on peut potentiellement se retrouver à générer des trucs qui ont des formes très différentes. Et on peut éventuellement à l'exécution classifier les valeurs générées et demander à Scala Check de nous faire un reporting là-dessus. Par exemple, sur nos exemples comme exemple. Valeur absolue, on pourrait lui demander de classifier par signe les valeurs qu'il génère, et puis nous dire, et puis comme ça, il pourrait nous dire à la fin du test, j'ai généré 49% de valeurs positives et 51% de valeurs négatives pour ce test. Et du coup, ça permet de se faire un feedback si on a un peu de doute, si on pense que les valeurs qu'on génère commencent à être un peu compliquées et qu'on n'est pas sûr d'avoir exploré tous les cas intéressants, s'il y en a plus que 2 typiquement, ça permet de se faire un feedback pour voir ce qu'on a généré. Voilà. Et puis après, Scala Check, c'est aussi un écosystème avec pas mal de librairies qui peuvent s'appuyer dessus pour que nous on n'ait pas à réécrire encore une fois un truc qui génère une date dans le package Java Time de façon raisonnablement uniforme et dans un intervalle qui est raisonnable pour des tests. Ça, par exemple, c'est un des trucs qui sont dans Scala Check Toolbox, c'est un truc de 47 degrees. Scala Check Shapeless, ça c'est vachement intéressant, je vais juste détailler un tout petit peu là-dessus. Shapeless, c'est une librairie en Scala qui c'est un peu le Cthulhu. Ça permet de faire de la programmation générique, qui sont des choses extrêmement magiques, mais en particulier, avec Scala Check Shapeless, on peut avoir une façon de créer des générateurs génériquement, automatiquement, pour des case classes ou des hiérarchies de SIL trace, c'est-à-dire des types unions arbitraires. Mais là, c'est Scala Check Shapeless qui, à la compilation, va aller examiner vos types, va dire, alors c'est quoi ce type? Bon, ça a l'air d'être une case class car avec un engine et des wheels. Est-ce que j'ai un générateur d'engine et un générateur de wheels qui traînent? Oui, alors à ce moment-là, je vais faire le générateur, mais c'est le truc qui va vous le générer automatiquement pour tout un tas de types avec des formes raisonnables, des générateurs pour ce type, à partir des générateurs par défaut de Scala Check pour les types primitifs. Et puis pour finir, après, comme on est si on est sur les libres de programmation fonctionnelle comme CATS, on a une intégration avec Scala Check qui nous permet d'avoir foncteur, monade, c'est pas des concepts primitifs en Scala, mais on peut avoir des outils pour l'utiliser comme CATS. Et du coup là, on va avoir une instance de foncteur, une instance de monade pour gen. Et après discipline, c'est un truc intéressant. Juste revenir un tout petit peu en arrière. Quand on teste des choses, par exemple là, je voulais comparer des combinaisons de 421. Et donc du coup, écrire une fonction de comparaison sur les combinaisons de 421, ça revient à écrire une fonction d'ordre, enfin une relation d'ordre, une fonction qui implémente une relation d'ordre. Et donc du coup, je sais ce que c'est. Enfin, moi j'ai fait des études de mathématiques il y a longtemps. Par exemple, je sais ce que c'est qu'une relation d'ordre. Je sais que ça doit être réflexif, antisymétrique, transitif. Et donc je sais quelles propriétés
réel, ça doit avoir, c'est, en particulier, comparer une chose avec elle-même, ça doit être 0, c'est la comparaison où c'est moins 1 si c'est plus petit, 0 si c'est égal et 1 si c'est plus grand. Comparer en inversant les paramètres, ça doit venir inverser le signe. Et puis, si deux choses, si D1 est plus grand que D2 et que D2 est plus grand que D3, alors D1 doit être plus grand que D3, plus grand ou égal, bien. Et du coup, je peux tester ma fonction de comparaison entre deux combinaisons de 421 comme étant une relation d'ordre. Et du coup, si j'identifie que je suis en train de la tester comme une relation d'ordre, en fait, dans Katz, il y a un truc qui dit « mais une relation d'ordre, c'est un concept que je connais très bien. D'ailleurs, dans mon module Katz Kernel's Laws, je peux te générer automatiquement un test qui teste automatiquement toutes les propriétés d'une relation d'ordre si tu me la mets dans l'interface order, qui est juste l'interface pour une relation d'ordre, qui est égale à comparable, enfin, qui est une interface qui est exactement la même que Java Util comparable si vous connaissez ça. Voilà. Et donc du coup, si on arrive à faire en sorte que ces classes métiers elles ressemblent à des trucs qui ont des propriétés algébriques mathématiques classiques, on peut avoir les tests gratuitement en plus, dis donc. Ça c'est soit divers modules de Katz, ça se base sur une librairie qui s'appelle discipline, qui sert à faire ça. Voilà, je vais enfin m'arrêter là, car je vois que vous souffrez peut-être encore plus que moi, qui parle pourtant depuis un bon moment. Et puis on va pouvoir aller se rafraîchir le gosier, mais si vous avez des questions, soit maintenant, soit juste après à côté, je suis bien évidemment à votre disposition.